Sylvie Royer a enchaîné plusieurs événements dramatiques dans sa vie. C'est avec une grande sincérité qu'elle nous raconte son vécu, un vécu qui ne laissera personne indifférent. Voici l'extraordinaire histoire de Sylvie Royer. Je suis née en 1980 d'un père et d'une mère qui se sont mariés pour partir de la maison. Très jeune, c'est difficile. Vers l'âge de 4 ans, je commence déjà à me débrouiller toute seule pour faire mes déjeuners parce qu'on est pauvre. Puis déjà, ma mère, on voit qu'il y a quand même des indices qu'elle va développer une santé mentale fragile par la suite. Après ça, j'ai été élevée avec la clé dans le cou. Il n'y avait pas de garderie dans ce temps-là. Et des fois, je me faisais garder par des amis, mais souvent, j'allais chez nous. J'étais des longues journées toute seule à chercher de la nourriture parce que, mes parents étaient pas là, ils travaillaient, étaient absents. Fait que des fois, ce que je faisais, c'est que j'avais une petite ronde de lait, puis il y avait beaucoup de personnes âgées dans mon entourage, dans les rues à côté. J'allais chez un chercher un sac de chips, puis chez l'autre une petite liqueur, puis après ça, une autre madame, elle avait des petits biscuits, puis là, comme ça, je réussissais à aller me nourrir un petit peu là, avant que mes parents arrivent le soir. Ma mère qui commence à avoir des problèmes de santé mentale, puis elle tombe enceinte de ma sœur. Je suis super contente d'avoir une petite sœur. Ça fait longtemps que je suis toute seule. J'ai 9 ans à ce moment-là. Mais ça fait pas bon ménage avec sa santé mentale puis ce que ma mère vivait. Fait que là, on avait un environnement un petit peu bizarre, beaucoup bizarre, c'était spécial chez nous parce qu'on avait des boules de cristal, des pyramides, et puis ma mère, elle entendait, c'est ça, dans ce temps-là, elle entendait des voix lui dire quoi faire. On allait plus chez les guérisseurs, puis les chamans, les voyants, tout ça, fait que c'était bien spécial. Puis elle avait des amis aussi là-dedans là, qui apparaissent un peu plus tard, là, après ça. Elle a fait des in and out en psychiatrie. Puis là, elle a eu ma sœur, puis il y a eu les postpartum. Elle avait un gros postpartum. Puis après ça, il y a eu les épisodes d'entrée et sortie en psychiatrie. Et puis, quand ma sœur a eu 2 ans, mon père est décédé. Quand ma sœur naît, ma mère elle a eu un gros postpartum. Là, c'est moi qui ai pris la relève de ma sœur. C'est moi qui m'occupais de donner les biberons, les couches. Je m'en occupais pareil, comme si c'était mon petit bébé à moi. Fait que j'ai développé un lien spécial avec ma sœur par rapport à ce que c'était comme ma mère. C'est moi qui me levais la nuit. Après ça, j'ai été gardée parce qu'on n'était pas. Fait que j'essayais de subvenir aux besoins de ma sœur à travers de ça. Puis à l'école, en plus, ça allait pas... académiquement, ça allait bien. Mais avec mes amis, le côté social, là, ça allait moins bien. Je me suis fait intimider. J'avais pas beaucoup d'amis. Puis ça m'intéressait pas vraiment non plus d'avoir des amis, là. J'avais 2 amis, puis c'était tout, là. Ma mère, dans sa maladie, étant violente verbalement, physiquement, se retrouve avec des plaintes de la DPJ. Il place ma sœur avec ma grand-mère. Moi, je m'en vais en famille d'accueil. Normalement, ils ne séparent pas les frères et sœurs, mais là, à ce moment-là, ma grand-mère voulait avoir ma sœur, mais elle n'était probablement pas prête à avoir une adolescente. Puis là, ça va bien, plus ou moins en famille d'accueil, ça va plus ou moins bien parce que j'ai de la misère avec les règlements, les restrictions, tout ça, parce que avant ça, je faisais ce que je voulais chez ma mère. Tu sais, ma mère n'était pas présente, puis tout ça, fait que elle s'occupait vraiment de moi, fait que je me sens un peu emprisonnée. J'ai 13 ans, je suis à la polyvalente, j'entre en famille d'accueil, je fais des in and out de famille d'accueil en changeant parce que ma mère a fait des crises, ça va en psychiatrie. Ma mère, pendant ces crises, me met à la porte plusieurs fois. Je dors dans des tuyaux de parc, je dors l'hiver. J'essaie de me trouver des petits raccoins pour être à l'abri du froid. J'entre quand je vois que la tension est diminuée chez ma mère. Ça peut durer une nuit, une journée. Quand c'est le jour, ça va bien. Je peux aller chez mon petit copain, mon premier amour. Puis là, je peux aller à la maison, puis les autres, ils m'accueillent, puis ils me font manger et tout ça, et ça va bien. Mais quand c'est la nuit, c'est plus difficile. Puis de tout ce temps-là,
petit copain, mon premier amour, il sait pas, lui, qu'est-ce qui se passe parce que je veux pas être un fardeau pour lui. Je me vois comme un fardeau parce que personne ne veut m'avoir. Puis, à travers les crises que ma mère fait, je vais à l'école, je ramasse les couteaux, je ramasse les médicaments, je ramasse la corde, parce que ma mère fait des tentatives de suicide, elle fait des menaces qu'elle va se suicider, puis moi, j'ai peur. Puis je vis dans la peur constante de revenir, puis que ma mère soit par terre, puis ça l'arrive. Il y a des fois que c'est arrivé. Et il y a des fois où j'ai convaincu ma mère d'aller à l'hôpital, mais elle voulait pas aller en ambulance, donc j'ai pris son auto. J'avais pas de permis. Puis je l'ai monté à l'hôpital, puis après ça, j'appelais dans la nuit mes amis qui avaient des autos, puis elle ferait virer, pourrais-tu venir me chercher? Puis c'était tough. C'était un bout très, très dur. Puis après ça, j'ai été travailler. Je gardais à 2 piastres de l'heure, là. Puis à un moment donné, ma mère est arrivée, puis elle dit elle m'a garoché le journal par la tête parce que là, j'ai subi un viol dans ces temps-là. Puis j'ai tombé enceinte de ce viol-là. Quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais enceinte, j'ai pas eu le temps de dire que j'étais violée, que j'ai eu le journal par la tête, elle disait, tu te trouves un appart. Tout de suite, puis c'est fini. Sachant c'est quoi dormir dehors, tout ça, j'ai pas pris de chance, là, je me suis trouvé un appart. J'ai resté là-bas. Je suis partie avec rien, un support, un couteau, une fourchette, puis c'était tout ce que j'avais là pour faire des toasts, puis j'avais pas tout le temps à manger, là. Parce que je travaillais à 4 piastres de l'heure, puis fallait que je paye mon appart. J'étais encore à l'école, mais à un moment donné, j'ai vu que la charge était trop. C'était trop difficile, parce que là, j'étais enceinte. Puis le gars avec qui le viol, j'ai su qu'il en avait violé d'autres. Puis là, ça a été très difficile ce bout-là, parce que je voulais pas passer pour une victime. Puis là, le fait que les autres se fassent violer par le même gars, pour moi, ça faisait comme, ils savent que moi aussi, tu sais. Fait que là, je voulais pas être vue comme une victime. Fait que, puis ma mère, elle en profitait pour dire que j'étais, qu'il voudrait une putain, puis ça a été un bout très dur. Mais j'aimais mieux avoir le nom de putain que de victime de viol. Là, pendant ce temps-là, le gars, lui, il est allé en prison pour viol, mais pour 2 autres viols à part. Puis il est passé dans la photopolice. J'ai vu la photo, puis quand il était en prison, il continuait de me harceler. Et puis moi, j'étais en communication avec une travailleuse sociale qui m'a recommandé, là, vu qu'il me harcelait tout le temps, de me faire avorter. Parce qu'il voulait récupérer l'enfant. Lui, il pensait qu'il y aurait la garde complète. Si c'est une petite fille, ça va aller mal. Puis en plus, j'avais pas les moyens de manger. J'arrivais pas à subvenir à mes besoins, donc je pouvais pas subvenir aux besoins d'un enfant, là. Puis il continuait de me harceler comme ça pendant quelques années. Puis au bout de 10 ans, il est apparu là, dans ma vie. Là, j'étais mariée, j'avais j'avais ma fille, puis mon conjoint en avait 2, mon mari. Puis là, il est apparu comme ça chez nous pour vérifier, voir si c'était pas son enfant. Quand il a découvert que c'était pas son enfant, il est reparti. Je n'ai jamais pu entendre parler. Puis ça a pris 10 ans. À l'âge de 16 ans, mon oncle, après l'avortement, mon oncle m'offre d'aller rester chez lui. C'est un morceau très important de mon histoire parce que c'est grâce à lui que j'ai pu finir mon école, mon secondaire. Après le secondaire, j'ai voulu m'en aller comme ramancheur guérisseur. Malheureusement, ce projet-là est tombé à l'eau et puis je suis allée étudier en cordonnerie. Comme j'étais pas ben bonne, on a laissé faire la cordonnerie. Je me suis mis à travailler dans un dépanneur et puis dans un bar à Québec. Dans le bar à Québec, c'était des gens peu recommandables. C'était des gens que je n'avais jamais eu affaire à ce genre de type de personnes-là. Il fallait vite... je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis à un moment donné, on m'a suivi, puis tout ça. Fait que là, je me sentais plus à l'aise d'aller travailler là. Puis il faut dire que dans ce temps-là, c'était la gare des motards. Là, fait que c'était les 2 clans. Puis le soir où je me suis dit, OK, c'est fini, je travaillerai plus là. J'ai appelé la madame, puis ce soir-là où j'étais supposée travailler, le bar a explosé. Ça fait que j'étais bénie. Je me suis rendu compte que j'étais suivie.
Puis je me suis cachée 2 ans dans un sol avec un nouveau chum. Le temps que les gens m'oublient, là. Ça aussi, ça a été très difficile. J'ai été travailler dans une shop. J'ai eu des dandinites, des problèmes. Fait que là, il a fallu on m'a recommandé d'aller refaire des études. Donc là, je suis allée en technique d'éducation à l'enfance. Ouais, j'ai travaillé dans le service d'éducation à l'enfance. J'ai travaillé là 5 ans pour quelqu'un, puis 2 ans pour moi-même. J'ai rencontré le mari, mon futur mari qui est dans ce temps-là. J'ai rencontré aussi des épisodes où j'ai dû faire affaire à des enfants maltraités, violentés, aller en cours. Avec pas beaucoup de suivi psychologique, c'était très difficile pour moi d'acquiescer tout ça, là. Après ça, je me suis mariée. En 2006, j'ai eu un enfant, une belle petite fille, parce que j'étais tellement contente. C'était un miracle de la vie. Parce que suite au viol, j'avais été diagnostiquée que je pouvais pas avoir d'enfant. Ça a été une belle surprise, un beau bébé. Tout a bien été sauf l'accouchement. Mais c'est ça. Fait que ça m'a pas donné envie d'en faire d'autres. Puis, on a eu la garde des 2 enfants de mon mari dans ce temps-là. C'était pas facile parce que là, il y avait... on a eu la garde parce que la mère avait des problèmes de toxicomanie. Puis, il y avait une des deux qui avait un problème de santé mentale qu'on savait pas à l'époque. Puis, plus tard, on a découvert avec le médecin qu'elle était psychopathe. On a eu des grands épisodes plein de plaintes à la DPJ ou les stress constants là, de voir aller à l'école puis savoir c'était bien difficile dans ce temps-là. C'est ça, j'ai été accusée de choses qui n'étaient pas vraies, mon mari aussi. Puis là, ça devenait pénible parce qu'on pouvait plus faire garder les enfants parce qu'ils racontaient la même chose sur toutes les personnes qu'on rencontrait. Fait qu'ils faisaient des plaintes pour toutes. La plus grande a fait une violence à ma plus jeune. Son père a décidé d'aller la reconduire chez sa mère. Là, elle venait de sortir de désintox et tout. Fait que là, c'était supposé être correct. Là. J'ai pris beaucoup de poids enceinte, un gros surplus de poids. J'ai décidé, mon conjoint dans ce temps-là, mon mari était culturiste, était athlète. Puis j'ai décidé que pour perdre mon poids, j'allais faire la même chose, puis vivre les mêmes choses que lui vivait pour voir qu'est-ce que c'est. Parce que c'est des choses qu'il faut que tu vives pour savoir comment ça marche. Puis là, j'ai perdu 90 livres en 1 an pour aller faire du fitness. J'ai fait 3 compétitions par la suite. C'est très difficile. Je m'entraînais 5 jours semaine. Ma fille, elle venait avec moi, où on s'entraînait ensemble. C'est le fun. C'était un beau moment. Quand j'ai eu ma fille, j'avais encore un problème un trouble alimentaire. Puis après mes compétitions, j'ai eu des troubles alimentaires. J'ai développé le trouble de hyperphagie nocturne. Ça se trouve à être du gavage le plus rapidement possible la nuit. Moi, je me réveillais la nuit en stress et puis je gavais, je m'enfonçais là, tout ce qu'il y avait dans le frigo là, pour me sentir pleine puis pouvoir aller me recoucher. La majorité du monde, eux autres, ils se font vomir après. Moi, je le faisais pas. Mais j'avais quand même des tendances anorexiques. C'est que, vu que je savais que je me gavais la nuit, le jour, je me privais de nourriture. Pour régler ce problème-là, ce trouble alimentaire-là, j'ai été à l'Université de Laval où ils ont fait une étude sur moi pour savoir pourquoi j'associais la nourriture à la nuit, il fallait que je mange, tout ça. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait la thérapie, mais j'ai pas continué parce que c'était trop cher pour moi. Maintenant que je sais c'est quoi qui me rend comme ça et pourquoi mon cerveau fonctionne comme ça, je peux reprogrammer moi-même mon cerveau. C'est ce que j'ai fait. Pendant ce temps-là, je me suis séparée, j'ai divorcé, je me suis en allée avec ma fille en appartement. Pour pouvoir arriver, là, j'enligne les emplois. Là. Tu sais, c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 emplois dans la même journée. Je travaille des 20 heures sur 24. Là, ça, vraiment, là, beaucoup. Là, tu sais, c'est trop. Puis là, vient une opportunité à moi que je pourrais ouvrir un restaurant
Fait que là, écoute, là, je laisserais tous mes petits emplois de misère, puis j'aurais de quoi à moi, puis je pourrais enfin être quelqu'un selon mon image que je perçois. Fait que là, j'ouvre un restaurant avec 2 associés. J'étais mal associée. On rénovait pendant que j'avais encore mes 5 emplois. Tu sais, j'allais rénover, après ça, j'allais travailler, je sais tout mélanger. Là, je dormais pas beaucoup cette période-là. Après ça, je suis tombée malade. C'était trop. Là, j'étais une période d'1 an et demi sur la morphine. J'ai fait des cystites, c'est comme des infections urinaires à répétition. Là. C'est atroce, là. J'étais sur la morphine 1 an et demi, là, puis ça faisait mal même avec la morphine, puis pas capable d'avoir de discussion avec ma fille, J'avais de la misère à m'occuper de ma fille, là. Pendant ce temps-là, lui, mon ex a pris la relève un petit peu. Puis là, après ça, j'ai voulu fermer le restaurant, mais j'étais mal associée. Fait que ça a mal viré. Mais maintenant, c'est correct, là. Tu sais, j'ai payé les loyers, tout ça, là. Puis maintenant, tout est arrangé, là, tu sais. Tout va bien. Mais ça a été un beau bout pareil. C'était comme une folie passagère. Si je l'avais pas faite, j'aurais regretté. Quand j'ai retrouvé la santé, j'ai décidé de réaliser mon rêve. Je me suis acheté un gros tambour pour pouvoir faire des soins au tambour. Et je me suis payé une formation pour aller, parce qu'on fait pas ça comme ça, là, on sort pas ça du ciel. Je suis allée suivre des cours, je suis allée des formations pour pouvoir traiter les gens avec la vibration, avec les sons du tambour. C'est une sorte de sonothérapie. On travaille au niveau de l'inconscient, du subconscient. On va défaire les vieilles mémoires cellulaires. On travaille au niveau des cellules souches aussi. Puis la Merkaba de la vie, je pourrais en dire longtemps, mais bref, c'est une expérience à vivre. C'est vraiment... Ça équivaut à 4 à 6 heures de méditation pour 10 minutes de tambour. Tout le monde peut. J'ai fait des enfants, des bébés, des mamans avec des bébés. Par la suite, je suis déménagée. Avec ma fille. Puis on a pas longtemps après, ça a été la COVID. Fait que je fais mes soins en massothérapie, tout ça. Sauf que là, la COVID, je tombe facilement malade aussi, plus facilement. Pour pallier à ce manque d'argent-là, parce que quand on est travailleur autonome, on veut pas, là, ça paraît quand t'es malade, t'es fermé, t'as pas de sous. Fait que je décide de me prendre un autre emploi à côté. Je m'en vais travailler en usine. Le jour, je fais de la masso. Le soir, je fais en usine. Et là, c'est le bordel total arrive dans ma vie. Là. Tout arrive en même temps. Ma fille fait des expériences de vie. Moi, je travaille à fond pour essayer de me remettre de ça, mais j'attrape tout de suite tout ce qui passe. J'ai une laryngite, 3 jours de pas parler. Après ça, j'ai une pneumonie. Puis j'ai eu la COVID 3 fois. Puis là, j'ai du sang dans les poumons, tu sais, puis pendant tout ça, pour en rajouter par-dessus, pendant tout ce temps-là, ma fille se fait violer. Là, ça a été le bout de la merde. C'est ça. Là, ça a été très difficile, cette passe-là. Après ça, on a demandé de l'aide, tout ça, mais on n'en a pas eu immédiatement à cause de la COVID. Ça a été très, très difficile. Après ça, il y a eu un membre de ma famille qui a fait une tentative de suicide. Encore là, ça a été très difficile de passer à travers ça. C'est des périodes, là, j'avais hâte que ça arrête, là. À l'usine, j'ai été assez malade pour le temps que j'étais là, que là, c'était OK, je vais pas travailler là, j'ai compris, là. Fait que là, j'ai dit, un peu plus tard, je vais me réessayer ailleurs. J'ai essayé un autre emploi. Du jour au lendemain, j'ai pas été capable de me lever. Je suis tombée vraiment malade, beaucoup. J'ai pas été capable de me lever de mon lit. On m'avait diagnostiqué des symptômes fibromyalgie, mais je pouvais pas aller demander de l'aide parce que c'était juste des symptômes. J'étais pas fibromyalgique. Donc, la fatigue, mal partout, c'est tout. Le manque de concentration, puis les pieds qui brûlent, les mains qui brûlent. Puis là, un jour, c'est ça, le jour que j'ai pas réussi à me
À me lever de mon lit, ben là, je suis retournée voir le médecin, puis là, j'ai demandé un deuxième avis parce que là, ça faisait longtemps que j'étais comme ça, mais en plus de tout le reste, mais je savais pas c'est quoi que j'avais. Fait que là, j'ai demandé un deuxième avis, je suis allée voir un spécialiste, puis là, elle m'a diagnostiqué une maladie dégénérative. Ça s'appelle la polyarthrite rhumatoïde séronégatif. C'est que ça apparaît pas dans le sang. C'est la forme la plus rare. C'est une maladie qui s'attaque aux articulations. Toutes les articulations sont touchées. C'est le système immunitaire qui a combattu mes infections, qui là n'arrête plus de me manger. Il n'arrête plus de manger les bonnes choses aussi, les muscles, les tendons, la lymphe, tout ce qui tient les articulations. Donc, tranquillement, pas vite, je m'en viens handicapée. J'ai déjà ma vignette de stationnement, je veux dire, j'ai déjà ce statut-là. C'est une maladie grave. C'est dégénératif, ça veut dire que ça s'en va en bas. Là, j'ai des médicaments pour avoir des paliers. Là, je suis sur un bon palier. Présentement, je suis en attente pour avoir des fonds pour débloquer, pour avoir comme en HLM. Je travaille plus, donc je suis sur l'aide sociale. Ils donnent pas tant d'argent que ça, l'aide sociale, pour pouvoir survivre. Donc, j'attends des nouvelles. Puis, je suis présentement en démarche pour l'aide à mourir, vu que ma condition va s'en va en dégradant. C'est que et ça, les démarches pour ça, ben il faut les faire quand on a toute notre tête. Il n'y a pas de date d'expiration à une démarche d'aide à mourir. C'est juste que quand ça va être le moment, que je vais avoir choisi que c'est assez, la souffrance et tout, donc je vais pouvoir dire « OK, c'est aujourd'hui ». Ma vie, ça n'a pas été juste des bad luck. Il y a eu des beaux moments. Il y en a encore des beaux moments. C'est ça, je pense que la force là, que j'ai eue pour passer à travers de tout ça, là, c'était la colère. Moi, la colère, là, ça m'a fait avancer. Je veux dire, non, ça se passera pas de même. Non, il y aura pas juste ça. Tu sais, la colère, c'est une action, hein. On met quelque chose en action quand on est en colère. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée, moi. Maintenant, je suis plus en colère, là. Tu sais, je prends ça au jour le jour. Aujourd'hui, ça file bien. Aujourd'hui, ça file moins bien. C'est plus difficile, plus d'isolement, mais je continue. Tu sais, je vais danser, je vais faire des choses que je suis capable de faire. Puis maintenant, je vois ça plus comme une victoire. Aujourd'hui, j'ai fait ma vaisselle, ben c'est une victoire de plus. Aujourd'hui, j'ai réussi à manger avec ma fourchette, c'est une victoire de plus. Puis ben c'est ça, ben je me prépare. Je pense qu'en mettant l'aide à mourir, c'est positif aussi parce que tu te dis, il va y avoir une fin à un moment donné. J'en veux une fin, là, de souffrance. Là, à un moment donné, on est tanné de ça. Là. Puis en plus, ben, j'aimerais ça pouvoir faire des conférences, puis écrire mon livre, montrer aux gens qu'il y a de l'espoir, que des fois, c'est pas toujours facile, mais il y a toujours une façon de s'en sortir, pareil, même si on sait pas comment. Puis d'aller demander de l'aide, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pas être gêné de demander de l'aide. Sylvie n'a pas fini de livrer son combat. En femme courageuse, elle regarde aujourd'hui droit devant elle avec ses beaux projets de partage avec autrui. C'est ça la vie.